Voilà, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur l'agroécologie. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier webinaire de l'année proposé par FERT et proposé à l'ensemble de nos partenaires et équipes dans les différents pays. Donc là, actuellement, je vois que nous sommes 29. Attendez, il y a 3 personnes qui arrivent. 30 personnes, en tout cas 30 ordinateurs connectés à ce webinaire, avec des personnes qui viennent à la fois du Burkina Faso, de la France, de Madagascar, du Maroc, du Kenya, de Madagascar encore, beaucoup de personnes du Kenya, Burkina, d'Algérie. Voilà, j'espère que je n'oublie personne. Just maybe for English people, you have to select on the top of the screen. You have the possibility to select English language. So I hope that's good for you. Just select English. You have, and if when you will select English, you will have directly the translators with you. So I hope it's good for everybody. OK. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'agroécologie et nous allons chercher à comprendre quelles sont les pratiques agroécologiques aujourd'hui qui sont diffusées auprès des producteurs et comment faire pour finalement diffuser ces pratiques agroécologiques. Donc, peut-être un bref rappel sur le principe de ces webinaires. Donc, ces webinaires ont un double objectif. Est-ce que vous avez bien accès à la slide suivante? J'ai l'impression que ça ne bouge pas sur vos écrans. Alors, attendez. Voilà. Donc, les objectifs de ces webinaires sont à la fois de permettre à ceux qui ont des expériences de les partager et de partager les enseignements aussi qu'ils ont tirés de ces expériences. Et puis, pour les autres, aussi pour ceux qui participent, c'est l'occasion de pouvoir progresser dans vos connaissances, dans vos pratiques et de vous inspirer de ce que font les autres pour adapter et mettre en œuvre aussi des activités dans vos pays. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Amandine Schlur, je serai l'animatrice pour cette session de webinaire. Et donc, je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit et de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, peut-être juste aussi un rappel sur les règles. Donc, on utilise le logiciel Zoom pour faire ce webinaire, donc avec différentes options. Vous avez la possibilité de converser, hein. Vous avez un flux de conversation qui vous permet de poser vos questions ou d'expliquer voilà, des éléments plus en détail si c'est nécessaire. Pour éviter d'interrompre les personnes en train de parler. Vous avez la possibilité aussi de lever la main. Il doit y avoir, voilà, je n'ai pas toutes les choses face à moi, mais n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Vous pouvez aussi activer, donc quand vous prenez la parole, activer le son et la vidéo si vous le souhaitez. Et puis donc l'option traduction qui est disponible puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de personnes du Kenya qui sont présentes. Donc vous avez la possibilité donc, de suivre ce webinaire en anglais. Je vous précise aussi que le webinaire va être enregistré pour permettre aux personnes qui sont absentes de revoir le webinaire plus tard. Et puis aussi parce que de notre côté, on va valoriser ça pour réaliser un compte-rendu. Voilà, donc je vous invite bien à respecter le fonctionnement, à savoir de couper votre micro quand vous ne prenez pas la parole pour éviter d'avoir finalement des bruits parasites. Et quand vous prenez la parole, merci à chaque fois de rappeler qui vous êtes, d'où vous êtes, et voilà, pour qu'on puisse bien vous identifier. Voilà sur un peu l'introduction sur le webinaire. Je vais maintenant vous préciser le programme de cette session. Donc sur 1h30, on va avoir 3 parties différentes.
La première, nous allons nous intéresser aux enjeux et au contexte de l'agroécologie et des pratiques agroécologiques en agriculture. Le deuxième temps, nous allons parler des différentes pratiques. On va avoir des illustrations à la fois par Madagascar et le Burkina Faso sur les pratiques mises en œuvre aujourd'hui. Et puis ensuite, les témoignages nous permettront de comprendre comment les pratiques se sont diffusées auprès des producteurs. Et donc à chaque fois, enfin sur la partie 2 et 3, vous aurez possibilité d'avoir un temps de questions-réponses pour poser vos questions et avoir voilà, un échange avec les intervenants. Aujourd'hui, nous avons 4 intervenants avec nous. Donc, que je vais demander rapidement d'avoir une petite présentation. Donc, d'abord, Gérard Sanou du Burkina Faso. Gérard, je te laisse allumer ta vidéo pour qu'on puisse te visualiser et donc nous dire rapidement qui tu es et d'où tu parles. Ok, merci bien. Je me nomme Gérard Sanou. Je suis chargé de conseil agricole à FED Burkina. Très bien. Merci Gérard. Ensuite, depuis Madagascar, nous avons 2 intervenants. Donc, d'abord, Clarisse Ranourou-Wang et Ange Rassamin Manana, qui nous parlent donc depuis Antsirabe à Madagascar. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Clarisse, membre de coopérative productrice du pomme au Pays de base de région du Wagner-Karet. CA de CFL et FIFATA aussi. Et bonjour à tous, Yann Rassaman, responsable du Centre de formation et d'expérimentation fruits et légumes à CFL, ici en Tirabé, sur le plateau de Madagascar. Ravi de parmi vous aujourd'hui. Merci Ange. Et donc, nous avons aussi avec nous Alain Herbinet, qui est agriculteur en France. Alain, bonjour. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alain Herbinet, agriculteur à l'est de Paris, en Champagne, et puis président d'une coopérative céréalière. Très bien. Merci beaucoup. Donc, voilà, le contenu de ce webinaire a été travaillé avec l'ensemble des intervenants en cherchant aussi à prendre en compte les attentes que vous nous avez exprimées lors du questionnaire des attentes. Donc, il y avait beaucoup de choses. On espère qu'on arrivera à répondre à toutes vos attentes, mais bien sûr, vous comprenez que sur 1h30, nous aurons peut-être parfois difficulté à être très précis dans toutes nos réponses. Donc, voilà, ce webinaire va permettre déjà d'introduire un premier niveau d'information et puis par la suite, n'hésitez pas à garder contact avec nos différents intervenants si vous souhaitez plus d'informations. Voilà, donc pour démarrer, je vous propose de parler des enjeux de l'agroécologie. Donc, dans un premier temps, en fait, je vais rapidement expliquer les enjeux qui sont globalement communs à l'ensemble des pays, donc à la fois aux ofertes de travail, mais de manière générale à l'ensemble des pays. Excusez-moi, il me semble qu'il y ait des admissions, une bonne partie de personnes qui attendent pour intégrer. Voilà, Jérémy, je te laisse voir parce qu'il me semble que c'est beaucoup de personnes de CGA. Voilà, donc n'hésitez pas pour les personnes anglophones à vous connecter sur le réseau anglais. So for English people, you have possibility to select the English language. I hope everybody have access to the English translation. Okay, thanks. Donc les défis pour les agriculteurs, voilà, sont un peu de 3 niveaux. Nous avons classé ça à 3 niveaux. D'abord, des défis climatiques et environnementaux. Il faut réussir à produire finalement malgré des aléas climatiques, à la fois des retards ou des insuffisances de pluie, des inondations, des sécheresses, et tout ça en essayant de préserver au maximum les ressources naturelles qui sont essentielles pour notre production agricole. Donc ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, qui est un défi alimentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes, de bouches à nourrir, et que du coup, il est nécessaire de produire plus pour toutes ces personnes. Donc, augmenter la production
sans pour autant en perdre en qualité, donc réussir à produire plus et en qualité. Et puis un troisième défi qui est le défi économique, c'est-à-dire que les surfaces souvent des exploitations, notamment dans les pays d'Afrique, sont relativement petites et que du coup, les exploitants ont parfois encore des difficultés à avoir une agriculture qui permette de dégager des revenus satisfaisants. Et donc, il y a ce challenge aussi de pouvoir produire avec la capacité à dégager un revenu. Donc, par rapport à ces trois défis, il nous a semblé qu'en fait, l'agroécologie n'était pas une réponse, mais en tout cas pouvait permettre de relever ces défis d'une certaine manière. D'abord, en permettant finalement de favoriser des systèmes de production qui sont plus durables et qui respectent les ressources naturelles. Dans un deuxième temps, parce qu'elle permet aussi d'atteindre la sécurité alimentaire. Et puis, dans un troisième point, parce qu'elle permet d'améliorer la production agricole et les revenus des agriculteurs en produisant des produits finalement parfois à moindre coût. Enfin, on va voir d'ailleurs au cours de ce webinaire ce qu'il en est. Voilà un petit peu la question sur les enjeux qui nous paraissent importants. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on voulait quand même vous rappeler les principes de l'agroécologie. Alors, l'agroécologie, en fait, ce qu'on considère comme important, c'est que finalement, l'agroécologie s'appuie énormément sur la nature. Elle fait de la nature, finalement, son partenaire, en cherchant à s'inspirer au maximum des processus naturels qui sont dans les écosystèmes et en cherchant finalement aussi à équilibrer, à travailler en équilibre avec à la fois le sol et les ressources, que ce soit l'eau ou aussi les plantes et les animaux. Donc, de travailler dans cet équilibre. Excusez-moi, personne à admettre encore. Travailler dans cet équilibre pour finalement faciliter les processus naturels. Donc aujourd'hui, l'agroécologie, finalement, on peut l'entendre comme un ensemble de pratiques qui visent, qui vise finalement à s'inspirer de ce que je vous disais, à s'inspirer de ce que fait la nature et à travailler en équilibre, notamment avec le sol, les plantes et les animaux. Différents types de pratiques, on va le voir plus en détail tout à l'heure, mais différents types de pratiques sont comprises, intégrées dans cette notion d'agroécologie. Il va s'agir notamment de toutes les pratiques qui permettent de favoriser la vie des sols, que ce soit la fertilisation organique, le travail du sol limité, travail réduit, toutes les pratiques qui permettent de diversifier et associer des cultures entre elles ou diversifier, favoriser aussi la synergie entre agriculture et élevage. Donc, on va avoir les pratiques de semis sous couvert, les rotations culturales, les plantes répulsives, la lutte intégrée. On a aussi toutes les pratiques qui permettent de valoriser au maximum les ressources locales, avec par exemple la fabrication de biopesticides ou de biofertilisants, qui permettent aussi de s'assurer d'être moins dépendant d'intrants extérieurs. Et puis, on peut avoir aussi un ensemble de pratiques qui sont liées à l'aménagement des territoires, que ce soit l'aménagement dit parcellaire, l'aménagement hydraulique, le reboisement, l'agroforesterie, toutes ces pratiques qui permettent aussi de s'adapter au contexte foncier dans lequel on est. Voilà sur les principes essentiels de l'agroécologie. Je ne vais pas aller plus loin puisqu'en fait, les intervenants vont eux-mêmes pouvoir préciser, eux, ce qu'ils ont mis en œuvre dans leur pays avec les producteurs. Voilà, peut-être je vais donner maintenant la parole à Alain qui va nous expliquer en fait, lui aussi, dans son contexte, quels sont finalement les enjeux qu'il rencontre. Alain, tu nous as proposé ici trois images qui illustrent, je crois, tes parcelles en France. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Oui, assez rapidement, c'est un paysage typique de Champagne-Crieuse. Enfin, à peu près typique. Si vous observez, on voit de loin quelques haies. Ce n'est pas très fréquent. Ça fait partie des opérations qu'on a menées au niveau de notre exploitation. Si on travaille en commun, on est 7 à travailler ensemble.
cet agriculteur à travailler ensemble. Et depuis 2002, on avait commencé à replanter des haies bocagères pour refaire une mosaïque de biodiversité dans notre plaine céréalière. C'était bien avant qu'on parle déjà d'agroécologie ou d'autres techniques de ce genre. Donc, en fait, le contexte français aujourd'hui nous recommande, ou du moins nous pousse à parler ou à mettre en œuvre des techniques d'agroécologie, parce que les 3 piliers du développement durable aujourd'hui, qu'ils soient économiques, environnemental ou social, nous emmènent dans ce sens-là. Je voudrais d'abord aborder rapidement l'aspect économique. En fait, on est confronté sur cet aspect économique à trois enjeux. Un enjeu lié à la persistance d'aléas climatiques et d'aléas de marché qui font qu'on doit construire une agriculture qui est moins consommatrice d'intrants et moins consommatrice de ressources pour être moins dépendante. On doit aussi, dans notre contexte, répondre de plus en plus à des enjeux de filière et des filières qui nous demandent d'avoir des pratiques plus vertueuses. Il suffit de voir des grands groupes agroalimentaires comme Nestlé, Danone, qui, depuis quelque temps, parlent beaucoup d'agriculture régénératrice, en lieu et place de ce qu'on pourrait considérer dans notre plus communément d'agriculture de conservation. Et donc là aussi, on est déjà dans l'agroécologie avec eux. Et enfin, sur le troisième point économique, c'est comment on répond à nos recommandations politiques pour toujours bénéficier des aides européennes, que ce soit le pacte vert européen, que ce soit le plan de relance, que ce soit la nouvelle PAC, que ce soit le plan national pour l'alimentation. Tous ces aspects aujourd'hui économiques nous poussent inexorablement vers une voie agroécologique. Là, rapidement, le pilier environnemental, je ferai très court, hein, c'est bien la préservation des ressources naturelles, la pollution de l'eau, de l'air, du sol. Et quand je parle de l'air, aujourd'hui, on est confronté à deux enjeux, l'enjeu des pesticides et l'enjeu, surtout aujourd'hui, des engrais azotés. Et enfin, un point qui est apparu dernièrement, c'est la préservation de la biodiversité, de plus en plus, que ce soit au niveau national ou régional, de nouveaux plans de relance à travers le programme Plantons des haies, aujourd'hui, et d'actualité. Et enfin, le troisième pilier, le pilier sociétal, avec 3 aspects, l'aspect citoyen et la préservation des biens communs, l'aspect consommateur, avec la recherche toujours d'une alimentation à la fois quantitative et qualitative, mais également avec une demande d'avoir des prix les plus bas possibles. Donc, c'est comment on arrive à trouver cet équilibre. Et enfin, l'enjeu sociétal aussi porté par le pouvoir politique, dans le sens où aujourd'hui, avec la nouvelle loi Egalim et la prise en compte de la rémunération de l'agriculteur, on observe aujourd'hui quelque chose qui devrait être de plus en plus vertueux. Donc, un contexte français vraiment très global, très prégnant aujourd'hui sur cette dimension environnementale, sociale et économique, avec l'agroécologie comme l'un des moyens pour y parvenir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alain, pour cette revue complète des enjeux au niveau de la France et je pense de l'Europe. Je vais donner maintenant la parole à Gérard, qui pourra nous expliquer au niveau du Burkina Faso quels sont les enjeux rencontrés par les producteurs. Gérard, nous t'écoutons. Ok, merci bien. Disons qu'au niveau du Burkina Faso, le constat est clair. Donc, on a un appauvrissement progressif des sols, voilà, notamment la baisse de la productivité. Donc, il faut dire qu'à ce niveau, il y a une surexploitation des parcelles de production sans apport adéquat de fertilisants. Voilà. Ensuite, il y a le manque de résilience des systèmes de production face aux variations climatiques. Donc, ce qu'on peut préciser à ce niveau, c'est que c'est le système extensif, en fait. Et voilà, donc les gens exploitent une forte superficie et ils n'ont pas assez de moyens vraiment pour entretenir ces exploitations. Un autre point également, c'est la prise de conscience des producteurs. Donc, à ce niveau, il faut dire qu'il y a déjà des savoir-faire et des pratiques locales, notamment les aides qui est vraiment mise en pratique dans certaines localités. Voilà. Et enfin, on a également la diminution de la disponibilité des terres, donc en raison vraiment de la pression démographique.
Voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne les enjeux au niveau du Burkina. Très bien, merci Gérard. Je vous propose maintenant d'écouter Madagascar pour qu'ils nous expliquent à leur niveau quels sont les enjeux qu'ils rencontrent concernant à la fois l'agroécologie et le changement climatique. Ange. Okay, oui, merci beaucoup, Amandine. Donc, pour le cas de Madagascar, c'est un peu similaire à ce qui est évoqué au niveau du Burkina Faso. Comme dans tous les pays, on constate bien le réchauffement climatique ici à Madagascar. Et selon les chercheurs, on a une augmentation de 0,1 degré par an selon les chercheurs, donc un degré tous les 10 ans, et c'est vraiment énorme. Donc. Puis, on constate aussi des sécheresses très intenses, surtout avant la saison du pluie et pendant la saison du pluie, ce qui provoque des retards de semis, de repiquage de riz. Et par contre, il y a un certain moment dans l'année qu'il y a des inondations dans plusieurs régions. Selon les données météorologiques aussi, il y a tellement une variabilité donc, de précipitations, retard de saison de pluie. Par contre, forte pluviométrie en décembre et en janvier. Et il y a une perte énorme de fertilité de sol, due surtout à l'érosion. Selon les données, on a 400 tonnes de terre par hectare qui sont emportées toute l'année par l'érosion. Et à part ça aussi, il y a le manque d'apport en matière organique, ce qui provoque donc le manque de fertilité de sol. À part ça, ça ajoute une pression forte des parasites et des ravageurs, de plus en plus difficiles à maîtriser, comme le putelage sur les crucifères ou les acariens. Et ces dernières années, on observe des apparitions de nouveaux types de ravageurs qui s'ajoutent aux ravageurs qu'on a eu des difficultés à maîtriser, comme le Tuta absoluta et les chenilles légionnaires partout en Afrique. Donc, c'est à peu près ça, donc, globalement, le contexte ici à Madagascar. Merci beaucoup. Tu nous avais aussi partagé quelques photos. J'imagine que ça vient illustrer ce que tu as expliqué. Hein. OK, donc les photos, c'est juste pour illustrer. Donc, l'écosystème est vraiment très fragile et accentué par des phénomènes actuels. Donc, les photos, il y a l'inondation que vous voyez donc, dans le bassin de production du riz. Et il y a des rizières envasées, des rizières vraiment très sèches. Et puis, les photos, en bas, c'est maïs attaqué par un mauvais herbe, striga. Le striga qui se manifeste lorsque le terre est vraiment très non fertile et acide, lorsqu'il y a une perte de fertilité du sol. Mais si le sol est vraiment très fertile, il n'y a pas l'attaque de striga. Et puis, les deux autres photos, c'est l'attaque des ravageurs qui dévastent non seulement les cultures maraîchères, mais les cultures vivrières. Très bien. Merci Ange. Ça nous donne un bel aperçu de ce que vous voyez, ce que vous vivez au quotidien. Pour la suite, ce que je vous propose, c'est qu'on va chercher à découvrir comment au Burkina Faso et à Madagascar, les agriculteurs ont adopté des pratiques agroécologiques. Donc, je vais redonner la parole d'abord à Gérard, puis à Ange pour nous donner un peu un exemple de pratiques mises en œuvre aujourd'hui par les producteurs. Donc, Gérard, à toi la parole sur l'expérience du Burkina Faso. Merci bien. Disons qu'au niveau du Burkina, effectivement, les anciennes troupes comme Piscila, Dablo et Pensa ont pu élaborer les démarches propres à elles. Donc, il y a eu également un outil illustré d'animation qui sert vraiment de base pour les sensibilisations au niveau des différentes OP. Donc, il faut dire également les actions prioritaires, c'est essentiellement la mise en place des cultures. Voilà, donc il y a eu vraiment l'utilisation des variétés améliorées. Donc, ça, c'est vraiment une adoption totale au niveau des OP. Voilà, donc il y a également la fertilité des sols. L'accent est mis vraiment sur la production du compost. Et en troisième point, c'est la lutte phytosanitaire. Donc, à ce niveau, il faut dire que les producteurs utilisent de plus en plus les sacs pour la conservation du niébé. Ce sont les sacs PIX, les sacs à triple fond. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a également eu, comment dirais-je, les produits, les biopesticides. Voilà, bon, à ce niveau, c'est vrai que le constat c'est que, voilà, c'est peu efficace en fait par rapport aux produits chimiques.
Voilà, donc maintenant, quatrième point, c'est la préparation de la parcelle. Donc à ce niveau, c'est vraiment sur les aménagements. Là, on a les techniques culturelles comme les ailes, voilà, les demi-lunes et puis les cordons pierreux. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire au niveau du Burkina. Voilà, également pour la fertilité des sols, comme je le dis tantôt, c'est la position du compost. Donc, vous voyez en image ici les différents types de compostage. Bon, la première image ici, c'est le compostage en tas. On a également le compostage en andin et en fosse. Voilà, donc les différents types sont vraiment d'actualité au niveau des OP. Voilà. Et en ce qui concerne la lutte phytosanitaire, ici, comme je l'ai dit tantôt, il y a les biopesticides et les produits phytosanitaires chimiques, les pesticides chimiques. Donc, les producteurs préfèrent plus les pesticides chimiques parce qu'ils estiment que l'effet efficace est immédiat. Par contre, au niveau, en revanche, pour les pesticides naturels, les biopesticides, donc l'effet vraiment n'est pas aussi ça, n'est pas escompté, comme ils le disent. Voilà. Donc, c'est vrai que ce qui est utilisé, c'est surtout les extraits à queue de graines de Nîmes. Voilà. Donc, également, comme je l'ai dit, les sacs PIX pour la conservation du niébé et également la méthode de GIPD, gestion intégrée des productions et des prédateurs. Voilà. Donc, vous voyez en image ici, un producteur en train d'observer. Voilà. La surveillance phytosanitaire, en fait, voilà, des plants. Voilà. On a également les graines de Nîmes et voilà, le sac PIX aussi. Voilà. C'est ça. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour la lutte phytosanitaire. Maintenant, au niveau des aménagements des terres, c'est essentiellement les mesures de conservation des eaux et des sols, défense et restauration des sols. Donc, ici, on a la technique des ailes. Donc, il faut dire que ce sont des trous de 24 cm de diamètre et de profondeur 10 à 15 cm. Donc, aux écartements de 40 cm. Donc, je dis qu'à l'hectare, on a 10 000 bouquets. Voilà, donc il faut dire que il faut essentiellement disposer les lignes des ailes là, perpendiculairement à la plus grande pente. Voilà, il faut dire que c'est suivant le couple de niveau, bien sûr. Et après la réalisation des ailes, il faut nécessairement apporter de la fumée organique, donc d'environ 300 grammes par trou. Voilà, donc avant les semis, quoi. Okay. Donc, vous voyez déjà. Okay. Ensuite, on a les demi-lunes. Oui, c'est bon, on peut passer. Voilà, c'était les images, voilà, c'est bon. Donc, pour les demi-lunes, c'est pareil. Donc, il faut dire que, voilà, ce sont des cuvettes, voilà, de rayon 2 mètres, profondeur de 15 à 20 mètres, aux écartements de 4 mètres entre deux séries de demi-lunes. Donc, dans chaque demi-lune, dans chaque cuvette, on peut avoir au moins 20 bouquets. Voilà. Donc, et puis la disposition ici, c'est en quinconce, quoi. Et perpendiculairement vraiment à la pente. Et il faut dire que c'est suivant le cours de niveau. Donc, par cuvette, on peut avoir 35 kg de compost. Okay. On va passer au suivant. Donc, on a également le cordon pierreux, les associations niébé-sorgho, l'embocagement pour délimiter les parcelles et les arbres fertilités comme le Fredergia albida. Alors, donc, vous voyez en image déjà les producteurs à l'œuvre. Voilà. Donc, c'était ça pour le cordon pierreux. Voilà. Ok, c'est bon. Très bien. Merci. Merci Gérard. J'imagine qu'il va y avoir des questions ensuite pour toi pour peut-être avoir des précisions sur l'intérêt des différentes pratiques. Tu as déjà un peu abordé la question sur les biopesticides, la comparaison qui avait été faite avec les produits plutôt chimiques. Mais je laisse d'abord Ange aussi nous parler des pratiques au niveau de Madagascar. Et puis nous aurons ensuite un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à noter vos questions et nous prendrons après le temps d'aborder, de détailler pour y répondre. Donc, je donne la parole maintenant à Ange pour le CEFEL. Ange, merci donc de nous parler des différentes pratiques adoptées au niveau du groupe FIFATA. OK. Donc, avant d'entamer les différentes pratiques, hein, là, on a vu tous les enjeux tout à l'heure. Donc, face à ces enjeux-là, FIFATA avait mis même dans son axe stratégique l'agroécologie
parmi les 4 axes prioritaires. Et cet axe se focalise surtout sur la diffusion des bonnes pratiques, le développement de reboisement et mettre aussi en avant donc, les jeunes dans les actions de créer des clubs verts parce que ce sont les jeunes qui sont en détention donc, de l'avenir. Donc, on va entamer donc, les pratiques en agroécologique. Donc, les pratiques agroécologiques développées au niveau du groupe IFATA tournent donc autour des pratiques axées sur la gestion du sol, sur les luttes intégrées contre les maladies ravageurs. Il y a aussi les agroforesteries. Et là, on a mis aussi la production des plants et les semences de qualité, que ce soit maraîchères ou vivrières. Et aussi les luttes anti-érosifs, l'aménagement et les gestions de l'eau. Donc là, on va parler un peu donc, sur ces pratiques-là. Pour les pratiques concernant la gestion de fertilité de sol, on fait des pratiques de jachère améliorées, c'est-à-dire on plante une ou des espèces qui ont des propriétés améliorantes du sol. On utilise aussi des engrais verts donc, pour fertiliser des sols et qui est vraiment très, très pratiqué par le producteur. Et là aussi, on applique aussi, on fabrique, on diffuse et on applique aussi donc, les différents types de compost, les composts classiques, les composts 7 jours, les composts liquides, lombricompost, et même les bokashi, avec utilisation donc, des microbiologies essentielles lactiques qu'on trouve dans les ferments lactiques pour que les azotes ne s'échappent pas dans le compost. À part ça aussi, hein, on valorise les biomasses donc, pour faire des fertilisations comme le biochar. Le biochar ici à Madagascar est fait à partir de balles de riz qui permet donc d'améliorer considérablement le rendement et qui procure aussi plusieurs avantages donc, pour les cultures. Et enfin, donc, évidemment, il y a l'agriculture de conservation, mais c'est surtout quelques producteurs dans quelques zones seulement qui adoptent ça, mais pratiquement, il n'y a pas tellement donc, des producteurs qui adoptent donc l'agriculture de conservation ou le semi-direct sous couverture végétale. Ensuite, on va parler donc, sur les luttes intégrées contre les maladies et ravageurs. Donc, ici à Madagascar, il y a les techniques de base comme la rotation et l'association de cultures, même en culture vivrière ou en culture maraîchère, comme vous voyez sur la photo, tomates associées avec du tachette ou éteinte. À part ça aussi, il y a l'association avec des cultures pièges ou répulsifs, comme le cas de l'utilisation des légumineuses. Mukuna, qui est très utilisé chez nous, qui limite l'attaque des chenilles légionnaires sur le maïs. Et il y a tant d'autres et beaucoup de plantes qu'on peut utiliser comme répulsifs. Et il y a aussi donc les fabrications et utilisations de purins, parce qu'ici à Madagascar, il y a tellement de matières végétales et autres qui ont des vertus pour lutter contre les maladies et les insectes. Et en ce moment aussi, depuis quelques années, nous commençons à faire des expérimentations sur l'utilisation des huiles essentielles, donc à faible dose, dans la lutte contre les maladies et les insectes. Et aussi, donc, il y a aussi l'utilisation des biopesticides aussi à base des bactéries ou des champignons existants ici à Madagascar. Et des essais sont en cours donc, sur les multiplications de ces bactéries et champignons-là de manière artisanale. Pour l'agroforesterie, hein, on va en parler un peu. Donc, elle se base surtout donc, sur la pratique des embocagements des œufs vives, surtout avec des légumineuses ou autres. Et on pratique tellement aussi des cultures intercalaires donc, dans les vergers. Et puis aussi des reboisements, hein, que ce soit avec des arbres fruitiers ou des arbres à ressources forestières. Donc, le prochain slide. Donc, nous considérons aussi que la production des plants et des semences de qualité, que ce soit culture maraîchère ou culture vivrière, trouve bien sa place donc, dans l'agroécologie, car on pense que cela permet d'avoir des variétés qui sont sélectionnées dans les conditions du milieu, donc plus adaptées aux conditions pédoclimatiques du milieu et plus performantes aussi.
Donc, pour cela, on a mis en place donc, avec les producteurs des multiplicateurs de semences dans les régions d'intervention, ainsi que des pépiniéristes villageois produisant des jeunes plants, que ce soit arbres fruitières, que ce soit donc des essences forestières. Donc, pour en terminer sur les pratiques, on va en parler donc sur la lutte anti-érosif et les aménagements et les gestions de l'eau. Il y a beaucoup de chantiers à faire vu donc les grands problèmes à Madagascar sur l'érosion. Au niveau de FIFATA, il y a pas mal de sites de démonstration aménagés en courbe de niveau avec des bancs dénirbés, des arbustes et des couvertures permanentes. Et à part ça aussi, comme la denrée eau devient de plus en plus rare et très, très rare, beaucoup de travaux, surtout au niveau d'Analamanque, sur les techniques de stockage en eau, les techniques d'irrigation plus économiques en eau aussi, et la protection de ressources ont été réalisées. Et une étude de besoins en eau d'irrigation de quelques spéculations dans quelques zones sera aussi à réaliser donc, en lien avec l'équipe de SIRAD. Donc, en général, ce sont les pratiques adoptées et diffusées donc, au niveau du groupe FIFATA. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Ange. Alors, nous avons déjà quelques questions qui vous sont arrivées, qui vont permettre d'apporter des détails sur certaines pratiques. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le fil de discussion ou à nous transmettre vos questions directement à l'oral si jamais vous êtes connecté par téléphone. Donc, une première question alors, j'ai 3 questions pour le moment pour Gérard au niveau du Burkina Faso. Donc, Gérard, on nous demande quelles sont les différentes cultures que vous faites dans les trous de 24 cm, donc dans les trous en zaï. Voilà une première question. Je te donne la deuxième question. Quels sont les avantages de ces 2 techniques, le zaï et la demi-lune? Et est-ce qu'il y a une technique qui est plus adaptée, appropriée par rapport aux problèmes de manque d'eau? Et une autre question pour Gérard, c'est combien de temps le compost est mûr? En combien de temps le compost est mûr au Burkina? Et est-ce que vous cultivez des plantes pour la biomasse verte? Gérard, je te laisse répondre à ces 3 questions, s'il te plaît. Ok, merci bien. Donc, pour la première question, donc, disons que c'est uniquement les céréales que les gens produisent au niveau des trous. Voilà, donc les céréales, le sorgho, le mil, voilà, que les gens produisent au niveau des trous de 24 cm. Céréales, sorgho, mil, d'accord. Voilà, voilà. Voilà, mais bon, certains aussi mettent le niébé, mais c'est vraiment rare, quoi. Voilà, c'est essentiellement les céréales, le sorgho et le mil. D'accord. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les AIP, les demi-lignes, il faut dire que l'intérêt ici, c'est la récupération des terres empoutées. Voilà, la terre du Nidé, c'est uniquement sur ces terres-là qu'on pratique voilà, les ailes et puis les demi-lunes. Attends, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter parce que c'est un petit peu coupé? L'intérêt du oui, l'intérêt du zaï et puis les demi-lunes. Voilà, c'est sûr, c'est la récupération des terres empoutées en fait. D'accord. Voilà, les terres du Nidé, quoi. Donc, jusqu'ici, cela favorise vraiment le ruissellement et freine le ruissellement. Voilà, et augmente l'infiltration de l'eau. Voilà, donc, il y a également la rétention des sédiments et augmente également la fertilité des sols. Donc, il y a également l'amélioration de la structure aussi, quoi, des sols. Voilà, donc, il y a également une économie d'eau, quoi. D'accord. À travers cette pratique-là. D'accord. Et donc, il y avait une autre question donc, sur le compost. En combien de temps vous faites maturer pour votre... le compost, oui, ça dépend vraiment de la matière première. Donc, plus souvent, on peut faire le compostage en 2 ou 3 mois. Donc, ici, c'est en tas, bien sûr. Maintenant, pour le compostage en fosse, là, ça peut aller jusqu'à 6 mois, 7 mois. Voilà, certains producteurs même laissent carrément, ils font que déverser chaque fois voilà, la matière première au niveau des fosses, là. Donc, ça peut même faire 1 année voilà, pour la production. Il faut avoir vraiment du compost bien mûr, quoi. Voilà, ça dépend vraiment voilà, de la technique choisie. D'accord. Très bien. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, nous avons 2 questions. D'abord pour Madagascar.
Pour Ange, pourquoi l'agriculture de conservation est finalement peu pratiquée par les agriculteurs? Et donc, une autre question, voilà, quels sont les principaux facteurs qui motivent pour l'adoption de l'agriculture de conservation? OK. Donc, pour le cas de l'agriculture de conservation ou le semi-direct sous couverture végétale, donc, nous sommes confrontés à deux majeurs problèmes qui provoquent le non-adoption. Le premier problème, c'est que, certes, l'agriculture de conservation améliore la fertilité du sol, et à tel point, elle améliore bien la fertilité du sol, et puis il y a tellement de mauvaises herbes qui poussent facilement donc, sur les parcelles. Et donc, ces gestions de mauvaises herbes-là est un peu difficile donc, chez nous parce que nous, on n'utilise pas de herbicides. Et pour maîtriser ces mauvaises herbes, c'est vraiment très difficile. Donc là, les producteurs sont un peu restreints donc, sur cette technique-là. À part ça, il n'y a pas tellement de matériel adéquat donc, pour pratiquer l'agriculture de conservation, notamment sur la maîtrise des couvertures, hein, et puis sur le semis, parce que manuellement, il est vraiment très difficile de faire le semis dans les couvertures, parce qu'il faut écarter les couvertures, faire le semis. Mais normalement, dans d'autres pays, hein, il y a des semoirs très adaptés pour l'agriculture de conservation. Mais ici à Madagascar, il n'y a pas tellement donc, des mécanisations dans ce système-là, donc d'où les producteurs ne veulent pas pratiquer donc, ce pratique-là. Donc, c'est surtout ces deux facteurs-là qui posent problème sur l'adoption de l'agriculture de conservation, les problèmes sur les gestions de mauvaises herbes et puis le semis par manque de mécanisation. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous avons une question qui peut s'adresser à vous deux. C'est dans les techniques comme le compostage, par exemple, quels sont finalement les besoins de main-d'œuvre? Est-ce que ça nécessite plus de travail que des pratiques plus conventionnelles? Donc, notamment pour le compostage. Je ne sais pas si Ange ou Gérard. Ange, oui? OK. Donc, effectivement, hein, pour le compostage, il y a des besoins de main-d'œuvre sur le mise en tas, le retournement, et on a besoin aussi d'arroser, donc avec de l'eau et tout ça. Certes, il y a d'augmentation de main-d'œuvre. Par contre, hein, il y a tellement des avantages pour lesquels les producteurs adoptent ces techniques-là, parce que non seulement il y a la raréfaction de fumée ici chez nous, par contre, si on part d'une charrette de fumée, hein, on pourrait avoir 3 charrettes de compost. Donc là, fois 3 directement, donc le bénéfice. Et à part ça aussi, les fumées, si on achète des fumées directement et on va utiliser, il y a tellement des inconvénients. Il y a des mauvaises herbes à l'intérieur. Ce sont des fumées de mauvaise qualité, plein de plastique, plein de déchets, des habits et tout ça. Donc, plein de pathogènes aussi. Mais il y a tellement des avantages donc, à partir du compost du point de vue économique et de technique. Donc, c'est pour cela que malgré qu'il y a l'augmentation de main-d'œuvre, parce que le main-d'œuvre est disponible donc, au niveau du ménage, eux, ils préfèrent produire du compost au lieu d'acheter du fumier directement. Très bien, je pense que c'est bien clair, les arguments sont clairs là-dessus. Il y a une autre question pour Gérard concernant les sacs à triple fond. Combien de cycles vous utilisez un sac avant qu'il ne soit abîmé? Est-ce que la réduction de pertes couvre les dépenses pour l'achat de ces sacs? Est-ce que finalement le fait de moins perdre de semences et d'avoir moins de maladies permet de compenser le prix du sac? Ok, merci bien. Donc, disons qu'au niveau des sacs, là, ça dépend aussi de l'entretien au niveau des magasins de stockage. Voilà, si le sac est, comment dirais-je, le niébé est bien conservé dans les sacs, il faut dire qu'au niveau des sacs à triple fond, puisqu'il y a un sachet plastique, voilà, bien clair, transparent. Donc, si ce sachet n'est pas perforé, cela permet encore de conserver. Voilà, si ce sachet est perforé, il faut nécessairement changer.
Voilà, donc ça dépend vraiment de l'entretien que voilà, le producteur, de la manière dont le producteur va utiliser le sac, quoi. Et surtout ça. Mais du coup, ça se réutilise sur plusieurs campagnes, hein. Oui, on peut l'utiliser sur plusieurs campagnes. Ça dépend vraiment de l'état, voilà, de l'utilisation des sacs. Voilà. Donc, 3 ans ou plus, c'est possible. Voilà. Oui. Et est-ce que les pertes, la réduction des pertes permet de couvrir le prix du sac? Est-ce que vous avez fait ce calcul économique? À ce niveau, on n'a pas évalué, mais je pense quand même que bon, les sacs ne sont pas très coûteux, donc ça peut se compenser. Voilà. D'accord. Très bien. Merci pour ces premières réponses. Je ne sais pas si vous avez encore des questions sur cette ces interventions. Peut-être, moi, je voulais demander à Gérard, tu nous as expliqué au début que les 3 OP, donc partenaires de FERT, là, les OP Niébé, avaient mis en œuvre donc une démarche agroécologique et que vous aviez utilisé un outil, qui est un outil d'animation pour permettre justement d'identifier quelles étaient les pratiques adaptées au contexte du Burkina. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet outil? Comment est-ce que vous l'utilisez encore aujourd'hui et comment les agriculteurs utilisent ça? Merci bien. Il faut dire qu'au niveau des anciennes OP, c'est essentiellement le producteur relais, voilà, qui assure vraiment les animations, la sensibilisation, voilà, pour la mise en œuvre des pratiques agroécologiques. Donc, dans ces outils, ils ont essentiellement identifié des pratiques. Voilà, comme je l'ai souligné un peu plus haut, au niveau de la lutte phytosanitaire, l'adoption des semences et les aménagements. Voilà, donc, il faut dire que les animations tournent autour de ces points. Voilà, donc, en fonction maintenant, voilà, des besoins exprimés par chaque producteur, il pourra vraiment choisir voilà, une pratique donnée, en fonction également de ses moyens. Voilà, que ce soit les ailes ou les demi-lunes ou les cordons pierreux. Donc, ça dépend vraiment du choix de chaque producteur. Voilà, pour ce qui concerne la pratique. D'accord. Cet outil, vous l'utilisez encore aujourd'hui? Oui, il faut dire que ces outils sont encore au niveau des OP. Ils ne sont pas divers, voilà, des producteurs relais. Donc, ils les utilisent toujours. C'est vrai que bon, les 3 zones sont actuellement en proie à la sécurité. Ça fait que nous, les techniciens, on n'a pas accès. Voilà, mais on est toujours en contact avec les producteurs relais. Alors, je pense qu'ils les utilisent toujours. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous propose maintenant de passer à la partie suivante. Donc, nous allons voir du coup, comment justement sont diffusées les pratiques agroécologiques. Alors là, on a rapidement discuté sur l'outil d'animation qui est utilisé au Burkina Faso, mais nous allons voir plus précisément un peu les différentes étapes qui permettent de diffuser les pratiques agroécologiques, les différentes méthodes utilisées et qui les met en œuvre. Donc, pour cela, je vais d'abord du coup demander à Gérard. Gérard, est-ce que tu peux nous expliquer comment se fait la diffusion des pratiques agroécologiques aujourd'hui au Burkina Faso? Quelles sont les différentes choses, les actions que vous menez pour permettre la diffusion des pratiques agroécologiques? Ok, merci bien. Il faut dire qu'au niveau du Burkina, ici, bon, on a les producteurs et puis les techniciens qui assurent vraiment la sensibilisation sur l'outil utilisé d'animation et les formations techniques sur les pratiques agroécologiques. Donc, toujours dans ce même cadre, on a la conduite des champs-écoles. Voilà, et au cours de ces champs-écoles, de la conduite de ces champs-écoles, on a l'organisation des visites commentées. Voilà, donc, ensuite, il y a également des visites d'échange entre inter-OP, voilà, pour découvrir aussi d'autres pratiques. Et voilà, donc il faut dire que la mise en œuvre vraiment des pratiques, voilà, a fait l'objet d'un document de capitalisation. Voilà. Donc, ça sert toujours quoi, au niveau des différentes OP. Voilà, d'accord, donc c'est un ensemble d'actions à la fois du coup de ce que je comprends, formation, champ-école où on expérimente, visite et puis tout à fait. travail oui. de capitalisation. D'accord. C'est ça.
À Madagascar, Ange, est-ce que tu peux nous dire aussi comment ça se passe? Est-ce que finalement les actions sont à peu près les mêmes? Est-ce que tu peux nous donner un peu d'explications sur la manière dont se fait la diffusion des pratiques agroécologiques? Ok, donc au niveau de groupe IFATA, hein, la méthodologie de diffusion est présentée donc par ce graphe. Donc, ça part premièrement donc, à partir des problématiques et des constats sur terrain, discussion avec les producteurs. Et il peut y avoir déjà des connaissances ou des pratiques qui peuvent être proposées ensemble avec le producteur, mais il est nécessaire aussi de faire des expérimentations suivies des démonstrations, donc, que ce soit réalisé au niveau de CFL ou en milieu paysan directement. Et puis, les partages de connaissances se fait à travers des paysans relais qui reçoivent des formations dotées des équipements de formation comme des bâches que vous voyez ici, les livrets. Ceci pour faciliter donc la formation en cascade. Et à part ça aussi, il y a la mise en place donc, des champs écoles de démonstration pour support de diffusion, mais aussi hein, pour que les intrants agroécologiques, les semences, les lombricomposts, les lombriques ou autres intrants agroécologiques seront donc multipliés, disponibles sur lieu. Et on observe beaucoup des taches d'huile donc, qui se font aux alentours de ces champs écoles-là, que ce soit les membres ou que ce soit les gens non membres qui passent et qui voient. C'est à peu près ça, et je crois que c'est un peu près la même. Et c'est en cycle, un peu en boucle. Et à noter que les producteurs se trouvent au centre de décision, donc dans toutes les étapes de cette diffusion-là, que ce soit lors de la discussion et l'identification de problématiques, que ce soit surtout au niveau de l'expérimentation sur les validations de thèmes et la restitution et la diffusion. Très bien. Merci, merci Ange. Donc c'est vrai qu'en effet, on voit qu'il y a des similarités dans vos expériences, à la fois voilà, de mise en place d'expérimentation de champs écoles, d'échanges entre producteurs sur le terrain, et puis la mobilisation de paysans relais, animateurs endogènes. Hein. Les noms ne sont pas les mêmes, mais je pense que les fonctions se ressemblent. Donc, on voit que finalement, voilà, ça repose sur un ensemble d'activités mises en œuvre dans des cycles annuels. Très bien. Alors, peut-être maintenant, on peut, je vais vous demander un peu chacun, finalement, quels sont les principaux freins que vous rencontrez chez les producteurs que vous accompagnez, notamment pour ceux qui ont du mal à passer... à adopter des pratiques agroécologiques, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans chacun de vos pays. Je vais d'abord peut-être donner la parole à Gérard là-dessus. Ok, merci bien. Disons qu'au niveau du Burkina Faso, bon, comme frein, on a la disponibilité de la main-d'œuvre au sein des exploitations agricoles. Alors, il faut dire que, bon, au niveau des anciennes OP qu'on a, que nous accompagnons, c'est essentiellement d'un certain âge. Voilà, qui mènent vraiment ces activités. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment pénible quoi, pour la mise en œuvre de ces activités sur le terrain. En second point, il faut dire d'abord qu'on a le problème foncier. Donc, il faut noter que la sécurisation foncière est vraiment capitale, mais de nos jours, là, ce n'est pas vraiment une réalité au niveau des OP. Voilà, puisque les femmes n'ont pas accès à la terre dans laquelle cultivent. C'est vraiment difficile pour elles, quoi. De sécuriser vraiment cette terre-là. Même si elles ont envie vraiment d'apporter un aménagement au niveau des sites, c'est difficile pour elles. Ensuite, il y a la pénibilité du travail, comme je l'ai souligné tantôt, les mesures CSDRS. Donc, il faut dire que dans les autres pays, la majorité, ce sont des dames, dans un certain âge. Donc, pour la mise en œuvre de ces activités CSDRS, c'est vraiment compliqué. Alors, il faut avoir vraiment les reins solides pour se couvrir, pour créer tout des ailes. Alors, ensuite, la capacité financière, la faible capacité financière de producteurs pour l'adoption des innovations. Là, et aussi l'insuffisance des matières premières. Alors, si on prend au niveau du compostage, la biomasse n'est pas aussi disponible en tant que telle. Alors, si c'est au niveau également des aménagements comme le cordon pierreux, la disponibilité des moellons aussi est une réalité. La non-disponibilité plutôt des moellons est une réalité qui est là. Voilà, donc, les carrières sont épuisées, donc il n'y a plus assez de moellons. Voilà, et enfin, on a le problème de disponibilité des ressources hydriques.
pour le compostage. Il n'y a pas assez d'eau. Voilà, donc figurez-vous que bon, l'eau des zones la zone d'Ablo, Pensa et Piscila, c'est une zone un peu sahélienne, on peut le dire ainsi. Voilà, donc par an, ils arrivent entre 600 et 700 mm de pluie. Voilà, donc c'est un sérieux problème à leur niveau pour le compostage. Voilà ce que je pourrais dire en ce qui concerne les freins pour la mise en œuvre des pratiques. Merci. Très bien, merci Gérard. Du coup, je vais encore donner la parole à Ange concernant donc les principaux freins. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu quels sont les principaux freins que vous rencontrez à Madagascar? Oui, je pense que c'est un peu similaire donc, comme au niveau de Burkina Faso. Donc, premièrement, il y a la pression et la sécurisation foncière qui posent beaucoup de problèmes parce qu'en agroécologie, c'est un investissement, améliorer la fertilité du sol et on aura des résultats qu'après plusieurs années. Et donc, si le terrain ne nous appartient pas, donc ça ne vaut pas la peine de faire ces investissements-là. Donc, ça, c'est un blocage. À part ça, il y a la résistance au changement, facilité sur l'utilisation des produits de synthèse parce que là, on achète et on utilise. Par contre, au niveau de l'agroécologie, il y a quelques pratiques qui exigent plus de travail et plus d'implication. On a déjà cité tout à l'heure. Et là, il y a les résultats à moyen et à long terme. Donc là aussi, ça pose un peu parce qu'il y a certains qui veulent avoir des résultats le jour. Donc l'agroécologie agit dans le durée. Et puis, on a déjà évoqué aussi sur le manque de disponibilité des intrants agroécologiques. Là, si on veut associer les cultures de maïs avec des légumineuses, à la fois qui fertilisent le sol et qui protègent la culture contre les chenilles, là, les semences ne sont pas disponibles. Donc, là aussi, il faut rendre disponibles les intrants donc, pour que les techniques soient adaptées. Et à part ça aussi, l'aspect socioculturel, le problème, c'est le feu de brousse. Hein. Là, on fait les reboisements, il y a les gens qui plantent les arbres et tout ça, et après, il y a le feu de brousse. Il y a aussi quelques traditions qui posent un peu de problèmes. Il y a certaines ethnies que pour eux, prendre les fumées, jouer avec les fumées sont vraiment tabous. Et donc là, on ne peut pas faire les composts liquides, les composts classiques et tout ça parce qu'on n'a pas le droit de toucher les fumées. Donc, c'est à peu près ça, donc les principaux freins sur le développement agroécologique. Très bien, merci Ange. Alors, c'est vrai que du coup, quand on voit tous ces freins, on pourrait se dire finalement, qu'est-ce qui motive vraiment les agriculteurs? Alors, c'est quelqu'un qui pose la question là dans le flux de conversation, mais j'en profite pour aborder la question actuellement. Il y a tous ces freins finalement qu'on rencontre, mais finalement, quels sont les avantages, d'après vous, des pratiques agroécologiques? On a détaillé quelles étaient les différentes pratiques, mais on n'a peut-être pas assez développé finalement. D'après vous, quels sont les avantages de ces pratiques agroécologiques finalement? Pourquoi certains décident d'adopter ça? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Gérard ou Ange, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut prendre la parole. Merci. Gérard, oui. Merci bien. Donc, il faut dire ici les avantages, c'est comme on l'a souligné plus haut, c'est-à-dire que si on adopte, par exemple, l'adoption des semences améliorées, étant donné que de nos jours, là, il y a le raccourcissement de la saison pluvieuse. Donc, il faut nécessairement des cycles qui sont adaptés. Voilà. Donc, c'est pour cela que les producteurs, malgré quelques difficultés tentent toujours d'adopter les semences améliorées. Également, si on prend le cas des ailes et puis les demi-lunes, comme l'a souligné, il y a la rétention de l'eau, la sédimentation, de la fumure organique, et ça améliore également la structure du sol. Donc, compte tenu vraiment de ces aspects, il faut nécessairement que le producteur s'adonne à ces pratiques, même si, quand même que ces pratiques sont pénibles. Voilà, donc, c'est tous ces avantages-là qui motivent vraiment le producteur à adopter ces pratiques. Voilà, c'est entre autres vraiment. C'est ça. Ange, est-ce que tu veux compléter là-dessus? Et je pense que peut-être après, Clarisse pourra aussi donner son témoignage sur les avantages qu'elle a là-dessus. On reviendra auprès d'elle tout à l'heure.
Ange? Oui, je pense que notre administrateur Clarisse va en témoigner. C'est à elle peut-être de dire pourquoi elle a adopté l'agroécologie. Oui. Alors, donc on lui donnera la parole tout à l'heure. Du coup, peut-être on avait une dernière question à vous poser, c'est que finalement, quels sont vos conseils et vos enseignements de votre expérience? Qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui veulent engager une démarche agroécologique dans leurs organisations? Quelles sont un peu voilà, les leçons que vous avez tirées de votre propre expérience en quelques points? Ok, Gérard? merci bien. Donc, il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, bon, on a constaté vraiment qu'il faut valoriser les dispositifs de producteurs relais. Voilà, donc ces PLA sont vraiment des vecteurs de diffusion des pratiques agroécologiques. Si on prend le cas des PICILA, d'Ablo et Pensa, les PL que nous avons, eux tous ont mis en pratique vraiment les activités agroécologiques. Il y a eu des aménagements, il y aura des aménagements, les terres, les airs et autres. Voilà, ce sont les PR même qui ont mis en pratique ces activités. Voilà. Ensuite, il faut également mettre l'accent sur l'information et la sensibilisation sur l'importance des pratiques agroécologiques au niveau des OP. C'est vraiment important. Et également respecter le choix des producteurs en matière de pratiques, voilà, puisque bon, les pratiques diffèrent vraiment selon la capacité que chacun a pour la mise en œuvre. Également, il faut tenir compte aussi des potentialités des zones en matière première. Voilà, puisque, bon, comme je l'ai souligné plus haut, voilà, il y a des zones, pour ceux qui veulent vraiment faire des cordons purés, il faut nécessairement utiliser des moellons. Voilà, si vous avez une carrière de moellons très éloignée du village, c'est difficile vraiment pour vous, voilà, de collecter. Voilà, donc il faut vraiment toute une logistique, c'est-à-dire les camions et autres, alors, pour pouvoir transporter, voilà, ces moellons et autres. Voilà, donc voilà un peu les conseils que je peux apporter. Voilà, merci. Très bien. Ange, à ton niveau, avec l'expérience que vous avez à Madagascar, quels conseils tu souhaites donner à des personnes qui veulent développer des démarches agroécologiques dans leur organisation? Donc, il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'enseignements, mais voici quelques points donc, de notre part. Partir des pratiques actuelles, parce que les producteurs font déjà des agroécologies, hein, mais partir de leurs pratiques actuelles, d'autant plus que les biopesticides ou autres sont issus des expériences paysannes, et partir aussi des contraintes et des atouts des producteurs et valoriser les existants comme matière première. Et là aussi, l'approche producteur-producteur via Paysan Relais ou autre, c'est vraiment très important pour passer les messages et les techniques. Et selon nos constats, hein, on devrait commencer par une ou deux pratiques répondant directement aux contraintes des producteurs. Et puis, une fois que les producteurs s'adaptent à cette pratique-là, il y a de l'engouement sur ces pratiques-là. Puis, il y a des appropriations petit à petit donc de l'agroécologie en sens large par les producteurs, raisonnement, exploitation, terroir et bassin. Et puis, on a besoin de temps aussi pour la diffusion, hein. Il faut avoir de la patience. Par exemple, le lombricompost au niveau d'une région d'Automatiach, ça a mis du temps, à 3 ans pour la diffusion. En ce moment, tous les zones dans la région produisent de lombricompost. Et puis, les champs écoles et les démonstrations contribuent fortement donc, sur les disponibilités des intrants agroécologiques. Parce que s'il n'y a pas les intrants, on ne peut pas faire les techniques. C'est-à-dire, sur ce dernier point, ce que tu veux dire, Ange, c'est qu'en fait, dans les champs écoles et les démonstrations, finalement, vous permettez à ce qu'il y ait des intrants qui soient cultivés, c'est ça Oui, effectivement. Parce que dans les champs écoles et dans les démonstrations, il y a la mise en place de différents panels techniques, comme les évives et tout ça. Il y a des pépiniéristes, des producteurs de semences, des lombricomposts. Donc, une fois qu'il y a des quantités suffisantes, donc au niveau du champ école et démonstration, tous les membres partagent ou prélèvent les semences ou les lombrics. Donc, et ça permet donc la diffusion rapide donc, des pratiques.
au lieu d'attendre donc des intrants venant du centre CFL, parce que c'est au niveau de CFL qu'on produit les intrants. Et donc, c'est un peu délocalisé et ça accélère un peu donc, la diffusion et la facilité et la proximité de services. D'accord, très bien. Alors, il y a pas mal de questions sur cette question de la diffusion et justement le retour de Clarisse. Donc, ce que je propose peut-être maintenant, c'est de donner la parole justement à Clarisse en tant que productrice, agricultrice, sur ce qui l'a motivée finalement, elle, à adopter des pratiques agroécologiques. Comment peut-être aussi elle a eu connaissance de ça et comment elle-même, elle participe à la diffusion de ces pratiques. Donc, je vous laisse la parole, Clarisse, sur cet aspect-là, nous faire votre témoignage. Merci. Merci. Pour mon cas, les raisons d'adoption de l'agriculture agroécologie par la majeure partie de nous se passent surtout par le besoin de fertilisation de nos sols. Les techniciens ont déjà évoqué le manque de fertilité des sols. Par contre, les fumiers deviennent plus en plus rares et chers. Les prix des engrais minéraux ne cessent pas de s'augmenter, d'où l'adoption des engrais verts comme compost. Yann a dit tout à l'heure, il y a des différents types de compost classiques, 10 jours, 7 jours, et puis compost liquide. Pour mon production de pommes, on fait face à un redoutable insecte qu'on appelle fangal à la poule. En français, veut dire voleur de l'argent. C'est très dangereux, cet insecte-là. Même si on a utilisé des produits chimiques, ça n'a fait qu'aggraver la situation. Par contre, lorsqu'on introduit des plantes répulsives dans le verger, on exploite l'intercalaire de verger, on fertilise avec compost. Nous avons constaté la pression d'insectes a diminué. Ceci pour nous dire que l'adoption des pratiques se fait rapidement si ça répond concrètement aux problèmes des producteurs. Pour les cas de lombricompost, je produis et utilise beaucoup car on facilite beaucoup le transport pour amener aux parcelles car c'est utilisé en petite quantité de bonne qualité par rapport au fumier. À force d'utiliser des pesticides pour lutter contre le fangal à la poule, l'insecte que j'ai dit tout à l'heure, ça a provoqué de tout et de problèmes respiratoires au niveau des membres de ma famille, car nous n'avons pas de protection adéquate. C'est pour cela qu'on opte sur les pratiques d'agroécologie pour nous d'abord et puis pour les consommateurs. C'est ça mon témoignage. Très, très intéressant. Merci Clarisse. Donc, si j'entends bien, il y a à la fois un intérêt économique, c'est-à-dire que finalement, les engrais verts vous coûtent moins cher que les intrants chimiques que vous devez acheter. Il y a une notion d'efficacité, c'est-à-dire que vous dites finalement que c'est notamment les plantes répulsives ou l'interculture, finalement, c'est plus efficace que d'utiliser des produits phytosanitaires. Il y a la question aussi de la qualité du compost par rapport à du fumier et l'usage de pesticides finalement qui est dangereux pour votre santé et celle de votre famille. Donc, c'est je pense, quatre arguments très intéressants. Peut-être, Alain, en tant que producteur aussi en France, quels sont les avantages que retirent les agriculteurs de l'adoption de pratiques agroécologiques? Les avantages, en fait, un premier avantage, c'est un avantage d'autonomisation de son exploitation. Je pense que c'est vraiment l'un des arguments phares qui est souvent mis en avant pour mettre en place des pratiques agroécologiques, c'est se réapproprier un peu plus son métier de paysan.
à la fois dans l'aspect technique, à la fois dans l'aspect réflexif et à la fois dans l'aspect commercial ou de marché. Je pense qu'il y a aujourd'hui une dimension économique qui fait qu'on veut limiter nos coûts de production. Et à un moment donné, cette dimension nous fait adopter des techniques plus simples, plus accessibles, qui nécessitent moins d'investissement à la fois en intrants et en matériel, parce qu'on est peut-être allé dans une dimension à un moment donné un petit peu excessive. Donc on revient à une forme de raison qui nous permettent d'affronter, comme je disais tout à l'heure en préambule, un petit peu les aléas climatiques, donc les variabilités de rendement, les variations de rendement ou les variations de prix de marché, en ayant un système un peu plus costaud, quoi. Après, il y a cet aspect souvent qu'on met en avant, et à juste titre, mais qui n'est pas un élément, qui n'est pas que l'élément essentiel, c'est l'aspect technique. Effectivement, c'est vraiment très plaisant à un moment donné de remettre en œuvre. Alors, tout à l'heure, je lisais dans les conseils et recommandations cette notion de savoir-faire. Je pense que c'est vraiment important à un moment donné de pouvoir se réapproprier un certain nombre de pratiques, non pas ancestrales, parce que le mot est pas sympa, mais simplement, comme c'était écrit, de savoir-faire, qui font appel à une forme d'intelligence, qui font appel à une certaine réflexion, et qui sont un peu moins recettes toutes faites, et un petit peu plus stimulantes intellectuellement et techniquement, quoi. Après, c'est aussi cette notion de dire est-ce que mes techniques, est-ce que mon potentiel sol aujourd'hui, comment à un moment donné j'en prends soin pour continuer à produire, pour le transmettre. Je pense qu'il y a cette notion de plus en plus perceptible et de plus en plus acceptée par un grand nombre d'agriculteurs de se dire mais ok, je bosse pour moi, j'ai intérêt à produire beaucoup maintenant, mais je dois aussi préserver ces ressources, je dois aussi préserver un petit peu l'avenir, quoi. Et du coup, on a cette vision un petit peu moins court-termiste qu'on l'avait par le passé, avec cette dimension, on se projette en se disant, il faudrait quand même que ma façon de faire, mes façons de travailler soient un peu moins impactantes négativement sur l'eau, le sol, comme je disais tout à l'heure, l'air, enfin, tout ce qui nous entoure. Voilà un petit peu ce qui incite, mais c'est d'abord et avant tout, je pense, une démarche vraiment économique, quoi, pour résumer. Très bien. J'aurais peut-être une question aussi pour Clarisse, si elle veut bien répondre sur son rôle, elle, en tant qu'agricultrice, pour diffuser ses pratiques agroécologiques auprès de ses voisins, auprès de ses collègues, et puis elle est membre de l'organisation régionale VFTV, auprès des différentes personnes à la base. Comment elle fait pour chercher à convaincre les autres que ces pratiques, finalement, elles peuvent être utiles? On a fait des animations en tant que paysan relais. On a fait des partages avec les membres et puis on va faire des visites aussi. Donc, on va faire une partage entre nous. Et globalement, est-ce que vous trouvez que c'est facile? Est-ce que les gens sont vite convaincus? Oui, on a fait de comptes d'exploitation aussi. Donc, c'est bon pour la pratique de l'agricole aussi. Comme ça. D'accord. Donc, en regardant les chiffres, finalement, on arrive à se voir que c'est intéressant. C'est ça? D'accord. Et aussi, quand on va voir leur exploitation des producteurs, ça fait faire des formations et puis faire des partages et on va faire des visites entre eux aussi.
Oui, ce que disait Ange tout à l'heure, parmi les conseils qui étaient donnés, c'est finalement l'échange entre paysans qui permet finalement peut-être de facilement se convaincre. Je ne sais pas s'il faut convaincre, mais en tout cas facilement témoigner de l'importance et des avantages que vous avez pu en tirer. Très bien. Je vous propose maintenant un temps de questions-réponses. Alors, il y a déjà des questions donc, en suspens. Je reviens dans le fil de conversation. Alors, sur l'utilisation de biopesticides et bio-engrais, quel type d'agriculteur adopte ce type de pratique? La question, en fait, derrière, elle sous-tend une remarque, c'est est-ce que c'est adapté finalement aux grandes exploitations? Par exemple, je pense que c'est au Kenya où il y a certaines exploitations qui exploitent 40 hectares. Est-ce que vous avez une expérience là-dessus? Donc, je ne sais pas, voilà, Burkina ou Madagascar, si vous avez des expériences de grandes exploitations. Sinon, j'imagine qu'en France, Alain pourrait peut-être aussi partager la situation sur des exploitations de plus grande taille. Oui, j'aimerais partager un peu l'expérimentation sur le grande surface. Ce n'est pas au niveau du groupe IFATA, hein, mais ça se fait au niveau de privé. Il y a une société privée qu'on appelle Toti Green, qui est dans le sud de Madagascar, dans un semi-zone aride qui cultive des maïs. Et eux, ils pratiquent de l'agroécologie, quelques pratiques comme les engrais verts, parce qu'ils n'ont pas le moyen de trouver des fumées pour fertiliser le 200 000 hectares qu'ils exploitent. Donc, il y a de l'engrais vert, de Mukuna ou de Cajanus. Et puis, ils enfouissent les engrais verts, mais c'est vraiment très mécanisé. Hein. Et puis, ils font des semis associés avec de Mukuna. Ça se fait, mais c'est surtout pour les privés avec de fortes mécanisations. Donc, c'est l'association et l'utilisation d'engrais verts. Très bien. Oui, ben en effet, du coup, c'est une expérience intéressante. Je ne savais pas qu'il y avait ce type d'action à Madagascar. Alain, sur les grandes surfaces, est-ce que ça existe en France des producteurs qui utilisent uniquement compost, biopesticides sur des grandes surfaces et à quelles conditions c'est faisable? Oui, c'est vrai que cette dimension grande surface est de plus en plus comment je pourrais dire, présente dans le paysage agricole. On l'observe notamment soit en agriculture de conservation, soit en agriculture biologique, avec, comme ça a été dit à plusieurs reprises, cette limite dans les ressources aujourd'hui d'engrais organiques, notamment dans l'accès à la fumier organique, dans la mesure où on est plutôt sur des systèmes, a priori dans ma région en tout cas, sans élevage. Et donc, cette disponibilité organique est pose de plus en plus de questions. Voilà un petit peu Après, sur l'aspect purement mise en œuvre, on s'aperçoit que cette dimension grande surface permet aussi d'amortir plus facilement dans notre contexte du matériel spécifique et matériel mécanique spécifique. Et c'est aussi pour ça que il s'agit de mettre en œuvre des moyens sur des surfaces plus importantes quand même. J'imagine sur ces aspects de mécanisation, il peut y avoir de la mécanisation partagée entre plusieurs producteurs. Hein. Ouais, clairement, de toute façon, enfin, j'en parlerai à la fin, mais c'est vrai que cette dimension collective, moi, elle me semble essentielle dans une démarche agroécologique, quelque nature qu'elle soit, que ce soit pour le partage des informations, le partage des moyens techniques, des moyens matériels. Je pense qu'il y a vraiment cette dimension collective qui, pour moi, est vraiment importante, très importante. Je pense que c'est un élément essentiel qui permet de déplafonner, de décloisonner cette agroécologie dans laquelle, et surtout pas s'enfermer dans un aspect purement pratique technique qui est un petit peu trop réducteur. Enfin, j'insiste vraiment sur cette dimension collective qui pour moi est importante. D'accord. Alors, je prends une autre question qui était sur la pratique du compost. Donc, est-ce que les autres types de compost, que ce soit compost 7 jours, purin, compost liquide, nécessitent autant de travail que le compost classique? Et est-ce qu'ils peuvent être préparés en des périodes de pluie et se conserver toute l'année? Donc, une question un petit peu technique. Du coup, c'est pour Ange, je pense, à Madagascar.
Oui, ok. Donc, pour répondre, non, le compost classique, il existe plus de main-d'œuvre par rapport aux autres types de compost. Mais ça dépend donc des producteurs, l'adoption. Hein. Pour le compost liquide, c'est plutôt donc pour les maraîchers. Et pour le compost 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce qu'on accélère un peu la fermentation. Donc, c'est pour les gens qui ont des petites surfaces et qui ont besoin rapidement de fertilisation organique. Mais pour le compost classique, c'est surtout pour les cultures vivrières, je dirais un peu les grandes surfaces ici chez nous. Mais certes, il y a des différences entre le temps consacré donc, pour la préparation et c'est le compost classique qui demande de main-d'œuvre plus conséquent par rapport aux autres types de compost. Et effectivement, les producteurs préparent le compost en saison pluviale parce que là, il y a tellement les matières vertes qui sont disponibles et tout ça. Mais il faut leur conseiller donc sur l'endroit où mettre les composts sous ombrage. Il faut bien conserver le compost parce que si on a des composts très mûrs et on stocke les composts, hein, il se peut que le compost perd en qualité. Et il y a tellement des azotes aussi qui va s'évaporer. Donc, si on stocke les composts, il vaut mieux adapter donc les bonnes méthodes de stockage de compost sous ombrage, sous bâche, pour limiter donc l'évaporation d'azote et les pertes de qualité du compost. Très bien. J'avais une question aussi pour Gérard au Burkina Faso. Comment vous valorisez la mobilisation des paysans relais? Comment vous faites cette valorisation-là? Comment ça se passe? Merci bien. Il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, la valorisation passe essentiellement par le renforcement des capacités techniques et pratiques, mais surtout d'améliorer les capacités d'observation, de questionnement, de prise de décision et d'expérimentation pour résoudre leurs propres problèmes. Donc c'est-à-dire que les producteurs relais sont au cœur, mais comme ce sont des relais endogènes, donc ils sont vraiment beaucoup sollicités, au niveau des producteurs, de leur père, quoi. Donc l'accent est vraiment mis sur ça, sur cet aspect-là. Merci. Merci Gérard. Alors, il y a une question, donc avec une traduction, j'espère bien comprendre, n'hésitez pas à me reprendre si j'y exprime mal. Par rapport à l'agriculture de conservation, est-ce qu'il existe, alors excusez-moi, quelle est la préposition de valeur pour les partenaires qui souhaitent investir dans un tel projet? Oui, voilà. Si vous voyez, attendez, quelle est la préposition de valeur? J'essaye de comprendre. Peut-être si on peut avoir la question en anglais, ça sera peut-être plus simple. Et en tout cas, voilà, pour les pays qui ont élaboré un document d'évaluation d'impact, si vous avez des notions aussi des résultats un peu de l'impact de ces pratiques agroécologiques, les équipes de CGA seraient intéressées. Alors peut-être là-dessus, on pourrait avoir votre retour, que ce soit pour le groupe FIFATA ou les OPNIEB, sur la mesure un peu d'impact, d'analyse des résultats de ce type de pratique. Est-ce que vous avez des documents qui permettent d'apprécier plus particulièrement l'impact? Oui, je pense aussi qu'il y a déjà un document très élaboré sur l'agriculture de conservation au pays du Maghreb, qui est produit d'ailleurs par FERT. Oui, alors je ne sais pas si elle va jusqu'à apprécier l'impact, mais c'est vrai qu'on pourra déjà partager ça. Et donc, la question, et c'est la proposition de valeur pour les partenaires qui veulent investir dans ce type de projet. Oui, alors j'ai du mal à comprendre la question, même en anglais. Amandine, je pense qu'il s'agit un peu de l'intérêt économique d'adopter de telles pratiques pour les producteurs, à mon avis. D'accord, donc c'est un peu en lien finalement. Voilà. Comment vendre un... Ah oui, l'explication, sinon comment vendre un projet agroécologique à des partenaires. Oui, ça peut être...
ça peut être intéressant, en effet. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus, si vous avez déjà eu à mettre en avant justement les arguments dans des propositions de projet, comment vous mettez l'agroécologie en avant. En tout cas, peut-être ce sera intéressant de partager les documents. Joseph, oui? Oui, et je pense que, bon, à Madagascar, on a l'habitude de vendre, comme ils disent là, pas mal de projets agroécologie aux bailleurs, mais ce qui est d'abord important, c'est de le vendre aux producteurs, hein, c'est-à-dire de partir vraiment de leurs besoins et de faire en sorte que ça réponde bien à leurs attentes. Et peut-être c'est pas enfin, souvent les agriculteurs sont attirés par une première technique, hein, le compostage, le biopesticide, etc., et rentrent après dans une approche un peu plus globale, un peu plus long terme. Et une fois que ça marche sur le terrain, c'est pas très compliqué d'écrire un projet et de le vendre à tes partenaires. Voilà. Mais avant tout, ça se passe sur le terrain. Très bien. Oui, je pense que ça apporte une bonne réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos différents intervenants? A priori, c'est bon. Je ne vois plus. Je pense avoir fait le tour du fil de discussion. Ce que je vais vous proposer maintenant pour conclure, c'est de donner la parole à Alain pour qu'il nous aide finalement à prendre un peu de recul et nous identifier un peu des enseignements, des choses qu'il a retenues de cet échange ensemble sur l'agroécologie. Donc Alain, je te redonne la parole. Oui, merci Amandine. Tout d'abord, je voudrais quand même remercier et féliciter Gérard, Ange, et puis alors j'ai peut-être un petit faible, mais surtout Clarisse, parce que leurs différents témoignages ont vraiment éclairé ces quelques heures qu'on a passées ensemble. Et en fermant les yeux, j'avais l'impression d'être vraiment avec eux. Dans les mêmes problématiques. Je pense que c'est aussi peut-être l'une des vertus de cette dimension agroécologique, c'est sa dimension, je vais dire, internationale et sans frontières. Qu'on soit paysan dans un contexte plus favorable comme celui que peut l'être celui de la France ou de la Champagne, ou des contextes moins favorables comme l'est celui du Burkina, on se heurte quand même, ou on affronte quand même des problématiques qui sont quelque part un peu similaires, quoi. Et j'ai vraiment eu plaisir à partager ce moment avec vous tous et vous toutes. C'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais simplement déjà préciser que l'agroécologie, c'est qu'un moyen au service d'une ambition. Ça ne peut pas être une fin en soi, ou du moins, je pense qu'il ne faut surtout pas en faire une fin en soi. Ça fait partie d'une panoplie de solutions qu'on a à disposition pour être bien dans son métier, pour être bien dans son métier économiquement, humainement, pour être bien dans son métier par rapport à la société qui nous entoure, par rapport à l'environnement qui nous entoure. Donc n'en faisons pas l'alpha et l'oméga de notre métier, ce serait faire peut-être fausse route. On a largement abordé, avec plaisir, toutes les dimensions. Je pense moi, je me suis retrouvé vraiment dans ces dimensions culturelles, avec ce franc changement qui a été énoncé à un moment donné. Effectivement, l'agroécologie, pour un grand nombre de producteurs, et peut-être plus encore, c'était dans ma région, c'est d'abord un changement de pratique, c'est un changement culturel très important. C'est ne pas faire comme ses parents, c'est ne pas faire comme ses grands-parents. Et du coup, ça peut nécessiter une vraie remise en cause d'un fonctionnement familial et de transmission qui est un petit peu ancré dans beaucoup d'habitudes. J'assistais aussi également, et mes collègues ont insisté également sur cette dimension humaine, où c'est une démarche qui, à mon avis, doit s'envisager, qui devrait pouvoir s'envisager de manière vraiment collective avec d'autres. Parce que je pense qu'on est, alors on le dit facilement, beaucoup plus fort ensemble, mais je valide vraiment ça, et je valide par expérience. J'ai la chance de pouvoir travailler dans ce qu'on appelle un assolement commun, c'est-à-dire qu'on a mis en commun avec mes collègues agriculteurs à 7
tous nos moyens de production, le matériel, les hommes et le foncier, la terre. Et on a mené cette aventure d'agroécologie qu'on a initiée au début des années 2000, vraiment de manière collective. Et réellement, 20 ans plus tard, je peux dire qu'on a franchi plus facilement les étapes parce qu'on était ensemble et on se challengeait, dans les moments de réussite, on était contents tous ensemble, et dans les moments un peu plus compliqués, on se serrait les coudes et on avançait ensemble. Il y a aussi cette dimension temporelle qui a été énoncée également. C'est-à-dire c'est une démarche qui doit être graduée, il ne faut pas s'enflammer. Il faut y aller pas à pas. J'ai entendu voilà, cette dimension paysan relais, cette dimension expérimentation, cette dimension preuve par l'exemple. Je pense que c'est effectivement des aspects qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est des démarches certainement un peu plus risquées que la moyenne ou que ce qu'on a pour habitude de faire. Donc il faut prendre le temps de s'approprier, d'accepter de s'approprier ces démarches-là et donc d'y aller de manière graduée. Et puis, j'ai entendu également cette notion d'équilibre entre des résultats à court terme et des résultats à moyen-long terme. C'est une démarche qui s'inscrit nécessairement dans une dimension moyen terme, c'est-à-dire où des fois les résultats peuvent être un peu longs à obtenir ou à observer. Et je pense qu'il faut aussi à un moment donné mettre en place des techniques toutes simples qui démontrent rapidement leur efficacité à court terme et qui facilitent la transition vers l'agroécologie. Je pense notamment à la technique du ZAI, qui, au-delà de sa pénibilité, au-delà de la main-d'œuvre auquel il faut un grand besoin de main-d'œuvre, c'est une technique qui, de ce que j'en sais, produit des effets rapides et immédiats et qui donne envie après d'aller plus loin sur l'implantation de haies, sur l'implantation d'un bocage, sur l'implantation de cordons, qui sont des pratiques qui peuvent produire des résultats sur un plus long pas de temps. Des dimensions aussi géographiques a été abordée également, c'est-à-dire l'adaptation locale. On n'est pas sur un modèle qui passe partout. Je pense qu'il faut, dans chaque contexte pédoclimatique, dans chaque contexte de sol, même culturel, et avant tout culturel d'ailleurs, souvent, savoir s'adapter et ne pas reproduire ce qui se pratique ailleurs sous prétexte que ça a fonctionné ailleurs. Il faut vraiment à chaque fois observer, faire vraiment une étude, un constat de départ ou un point de départ pour bien identifier le contexte dans lequel on est. Dimension économique, j'ai entendu tout à l'heure effectivement le fait que ça pouvait nécessiter des moyens et que la faible capacité financière pour l'innovation pouvait être un frein. Voilà, comme on l'a su le faire aussi chez nous, dans un premier temps, c'est faire avec ses moyens. Et donc, on en revient à cette dimension temporelle, y aller pas à pas. Je pense qu'il ne faut pas tout vouloir changer d'un coup, ça peut être très risqué. Et donc, voilà, il faut s'approprier les choses au fur et à mesure. Et donc, la dimension économique, on a peu de moyens, on démarre avec peu de moyens. Je voudrais insister également sur cette dimension plus sociale. Quand on dit sociale, cette notion de travailler avec les autres. J'allais dire d'égal à égal. Quand aujourd'hui, l'agroécologie, c'est aussi le moyen de pouvoir échanger avec son environnement technique, son environnement commercial, son environnement prescriptif à une époque. Et c'est une manière d'échanger de manière plus équilibrée, où on doit tous apprendre les uns des autres. Il n'y a pas celui qui sait et celui qui doit apprendre. C'est une démarche progressive, une démarche qui s'apprend les uns avec les autres. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, quand j'ai passé mon exploitation d'agriculture biologique, j'ai eu la chance de rencontrer un technicien bio, pour l'appeler comme ça, parce qu'il est comme ça, c'est un technicien bio, qui ne m'a jamais donné de solution, qui a passé son temps à me poser des questions.
Et c'est finalement par le biais de ces questions et des réponses auxquelles j'ai été contraint d'apporter ou de me poser des questions, enfin de réfléchir à ces questions, avec lui ou sans lui d'ailleurs, mais à un moment donné, on a confronté nos réponses ou nos façons de voir, et cette démarche-là m'a vraiment fait progresser, quoi. Il n'était pas là pour me dire comment il fallait faire, on était là ensemble pour réfléchir à comment on allait faire ensemble. Et puis, je voudrais terminer sur cette dimension, j'allais dire, alors à la fois économique, commerciale et de santé, ce que Clarisse a dit m'a vraiment profondément touché, parce que j'en suis intimement persuadé également. C'est une dimension, on doit faire attention aux autres. Et faire attention aux autres, c'est d'abord faire attention à soi, à sa santé, c'est faire attention à la santé de sa famille, à la santé des personnes avec qui on est en contact tous les jours. C'est aussi faire attention à la santé de ceux qu'on nourrit. Et je pense que les pratiques aujourd'hui agroécologiques, des plus simples aux plus compliquées, les pratiques qui aujourd'hui restent dans un schéma où on utilise des intrants, où on utilise peut-être des produits plus biologiques, etc. Je pense qu'à chaque fois qu'on essaye de minimiser nos impacts négatifs sur la santé des autres, eh ben on fait un pas en plus, quoi. Et je pense réellement que quand on peut produire des produits sains pour une alimentation saine, eh ben on rend service à tout le monde, on rend service à soi, on rend service à la société, on rend service à son environnement. Et je pense que c'est, tout à l'heure au démarrage, je disais qu'il ne faut pas que l'agroécologie soit une ambition, soit une fin en soi. Par contre, produire de manière saine pour une alimentation saine, c'est peut-être l'ambition qui doit porter l'agroécologie. Et encore une fois, je remercie vraiment Clarisse pour la clarté, la netteté de ses propos qui m'ont vraiment emballé. Voilà, je n'arrêterai là parce qu'après, je pourrais vite m'enflammer sur le sujet. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, Alain. Je pense que malgré tout, tu as fait un très beau résumé. Et en tout cas, les messages que tu transmets sont vraiment importants pour nous, et j'espère que tout le monde aura pu apprécier ces conclusions. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je vous propose de pouvoir partager votre appréciation de ce webinaire. Donc, vous avez un lien que je vais vous mettre dans le flux de conversation qui vous permet d'apprécier. Donc, il y a un lien en anglais, un lien en français. Donc, si vous me donnez 2 secondes, voilà, je vais pouvoir vous partager ce lien. Excusez-moi, hop. Je fais la manip. Voilà, je vous mets ça dans le flux de conversation. Ça ne marche pas. Hop. Alors, excusez-moi. Petit. Non. Plus. Excusez-moi, forcément, petit problème technique. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est je vais vous remettre peut-être les diapos pour vous partager autre chose en attendant. C'est les informations. Donc, pour ceux qui voudraient aller plus loin dans la compréhension des expériences agroécologiques, vous pouvez retrouver différentes ressources qui ont été réalisées, donc à la fois au Burkina Faso et à Madagascar. Donc, je vous enverrai de toute façon les slides dans lesquels vous retrouvez les liens. Toutes ces ressources sont disponibles sur le site internet de FERT. Et puis, donc, je vous ai mis aussi du coup les informations, donc des coordonnées à la fois de Gérard au Burkina et de Ange, donc
à Madagascar. Je tenais à remercier vraiment pour la qualité de leurs propos nos 4 intervenants, donc Gérard, Clarisse, Ange et Alain. Je vous remercie beaucoup pour voilà, la qualité de vos témoignages, la précision de vos interventions. Et puis, donc, maintenant, je vais pouvoir réussir à vous partager plus facilement les informations concernant le sondage pour nous dire comment vous avez apprécié cette session. Donc, voilà, je vous ai mis ça dans le lien de conversation. Donc, vous avez la possibilité de le remplir en français ou en anglais. Et donc, je voulais juste en profiter donc, pour finir, pour vous informer donc, que le prochain webinaire sera organisé le vendredi 28 mai. Hein. On part sur un rythme d'organisation de webinaires une fois par mois. La thématique qui a été choisie est celle de l'échange d'expériences autour de la commercialisation groupée. Nous avons encore à clarifier, identifier les différents intervenants. Si certains d'entre vous souhaitent participer, intervenir pour partager une expérience, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de moi-même ou Joseph, qui sera aussi impliqué dans l'organisation de ce prochain webinaire. Et donc, voilà, j'espère en tout cas que vous avez pris plaisir à écouter donc, nos différents intervenants, que je remercie encore. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et voilà, j'espère vous revoir à bientôt. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à allumer les écrans pour qu'on puisse voir un peu nos visages parce que, voilà, malgré la distance, c'est quand même agréable de pouvoir se voir. Donc, merci à tous. Merci à tous les intervenants. Vous êtes certainement en train tous de remplir le questionnaire, mais n'hésitez pas à allumer vos écrans. Voilà, c'est superbe. Nous étions, je crois, au plus haut point 44 ordinateurs connectés. Une très forte présence de CGA avec nous. Merci beaucoup, le Kenya. Je pense que la traduction en simultané, j'espère, a bien fonctionné, mais en tout cas, ça a été du coup l'occasion pour vous d'être vraiment mobilisés. Voilà, tous ces visages très sympas. Super. En tout cas, merci à tous et bonne fin de journée. Et merci encore à nos intervenants. À toi, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bye. 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 Merci à tous. Au revoir. Hello. Merci. Bye, everybody.